Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. C'est une nuit noire, sans lune. Au loin, on aperçoit les frontales de l'équipe de tête qui bataille depuis des heures pour ouvrir la trace vers le sommet. Sophie Lavaux se décrit comme une femme ordinaire avec un rêve extraordinaire. En 2012, elle marque les esprits en grimpant le Chichapangma et le Shōoyu. C'est alors qu'une idée folle germe dans sa tête, gravir les 14 8000. Depuis, Sophie ne quitte plus l'Himalaya. Everest, Makalu, Broad Peak, elle multiplie les ascensions. En octobre 2019, elle attaque son 12e 8000, le Dhaulagiri, perché à 8167 mètres. Une première tentative, une seconde puis une troisième, Sophie enchaîne les échecs, mais elle ne lâche rien. En 2021, la voilà de retour pour la 4e fois. Elle est si proche de réaliser son rêve, mais rien n'est fini. Chaque 8000 est une épreuve qui réserve toujours son lot de surprises. Mon nom est Sophie Lavaux. J'ai la particularité d'avoir 3 passeports, français, suisse et canadien. Et je suis himalayiste conférencière. Et je préfère dire himalayiste et non pas alpiniste parce que je passe le plus clair de mon temps en Himalaya à gravir des grandes montagnes au-dessus de 8000 mètres. Et petit à petit, j'ai décidé de ce rêve un peu dingue de gravir les 14. Et donc aujourd'hui, je me consacre complètement à cette activité. C'est quelque chose qui est venu petit à petit. Quand on était enfant, on avait un appartement dans la vallée de Chamonix. Donc j'ai rapidement et souvent évolué dans un environnement de montagne, sans pour autant grimper. Mes parents étaient amoureux de la montagne, mais ils faisaient du ski et des randonnées, mais pas d'alpinisme. Et c'est venu un peu sur le tard. J'ai un copain en 2004 qui avait le rêve de gravir le Mont Blanc. Et on a fait le pari qu'on arriverait au sommet du Mont Blanc dans la même année. Et du coup, ça a été vraiment un vrai déclic. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à organiser mon temps, mes loisirs, mes vacances, parce que je travaillais en entreprise à l'époque, pour aller toujours un tout petit peu plus haut. C'est ça qui m'intéressait. J'ai très vite été attirée par l'altitude, en fait. Et de 4000, je suis passée à 5000, après à 6000 mètres, après à 7000. Et puis, mais ça sur plusieurs années. Et en arrivant à la barre un peu dingue, la fatidique des 8000, je ne pensais pas être capable. Et c'est quand même en 2012 où j'ai réussi ma première expédition. Et c'est à partir de là, petit à petit, où j'ai commencé à me dire que je voulais réaliser ce rêve un peu dingue de gravir les 14 8000. En automne 2021, je suis repartie pour la 4e fois sur une montagne qui s'appelle le Dhaulagiri au Népal. On a fait effectivement donc 4 tentatives. La première donc en 2018 où malheureusement donc les jet streams, donc les vents d'hiver sont arrivés très très tôt et on avait des vents à plus de 100 km/h, donc on a dû abandonner cette ascension. J'y suis retournée à l'automne 2019 et là c'est moi qui ai décidé d'interrompre cette expédition pour venir au chevet de ma maman qui était très malade. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de cette année
parce qu'elle est décédée quelques jours après. Et donc j'ai pu la voir et lui dire au revoir avant de partir. En 2020, je devais retourner au Dhaulagiri. Manque de peau, on a été interrompu et on n'a pas pu y aller à cause du Covid. Au printemps 2021, on s'est fait rattraper par le Covid au camp de base. Donc échec encore en 2021. Et là, donc de repartir sur une 4e tentative au Dhaulagiri, je pense que c'est une bonne leçon de résilience. Depuis quelques années, je travaille en fait avec la même agence logistique à Katmandou qui s'appelle Seven Summit Trek, et je travaille essentiellement avec Dawa Sangé Sherpa, qui est mon partenaire de grimpe, avec qui j'ai partagé maintenant, je sais pas, plus de 10 expés. Et c'est vraiment, on forme un binôme qui est important Je pense que c'est très important de grimper toujours avec la même personne en Himalaya, déjà dans les Alpes, mais en plus, là, de très bien se connaître pour pouvoir, au niveau de la sécurité, connaître les limites de l'un ou de l'autre, savoir son niveau technique, et puis d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien, parce que quand même on en passe des jours et des jours ensemble. Arrivé à Katmandou, une fois que l'administratif a été réglé, notre idée était avec Sangé de faire le trek par ce qu'on appelle le French Pass, le col des Français, depuis Marfa. On fait d'abord un vol jusqu'à Pokhara, et de Pokhara on part en jeep. Et on apprend que la route pour arriver à Marfa, il y a des glissements de terrain, donc pas possible d'y accéder. Donc l'idée c'est, depuis Beni, en fait on passe par l'autre vallée, qui est donc un trek qui est beaucoup plus long, mais qui permet quand même en 7 jours d'arriver au camp de base. Manque de bol, énorme glissement de terrain, et impossible de continuer. Les travaux pour rouvrir la route étaient tellement importants que c'était pas possible, quoi. Et donc plan B, hélico. Ce camp de base du Dhaulagiri, c'est un camp de base austère, j'ai envie de dire. Parce que déjà on voit pas le sommet, on est bas, donc très souvent au lieu d'avoir des chutes de neige, on a de la pluie, qui est quand même beaucoup moins sympa que la neige. Il est assez encaissé comme camp de base, donc le soleil arrive assez tard le matin. Le Dhaulagiri se grimpe à l'automne et au printemps, et c'est pas un sommet populaire. C'est un sommet difficile, c'est un sommet dangereux. Il y a une grande face très moche, très difficile. Il y a souvent des avalanches. Une fois que le camp de base est monté, on doit commencer à décider de la stratégie d'ascension. Et la première chose à faire, c'est de s'acclimater. Au-delà, on a fait qu'une grosse rotation parce que on est déjà à l'automne. Donc il y a eu déjà les 2 expéditions précédentes, et clairement, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a une vraie mémoire du corps ou un reste d'acclimatation des expéditions d'avant qui fait que j'ai en général pas besoin de plus d'une rotation pour après tenter le sommet. Donc quand la météo l'a permis, on est parti, on a fait une nuit au camp 1 qui est à 5009. Après on a enchaîné, on est parti sur le camp 2 et qui est à 6005. Et là on a fait 2 nuits au camp 2. Une fois que la phase d'acclimatation est terminée,
Là, on attend ce qu'on appelle la fenêtre météo, qui va nous permettre de tenter le sommet. Donc moi, je travaille avec Yann Gizendaner, qui est un météorologue professionnel qui est basé à Chamonix et qui m'envoie, à partir du moment où on est arrivé au camp de base, mes bulletins météo sur mon GPS satellite, sachant qu'il nous faut, donc sur le Dhaulagiri, il y a 3 camps d'altitude, donc il nous faut 3 jours, en tout cas pour camp 1, camp 2, camp 3, sommet, et un jour de sécurité pour la descente, donc il nous faut 5 jours de temps, on va dire stable, avec, on va prendre le meilleur jour pour le sommet. Donc une fois qu'on a la fenêtre qui s'annonce, il y a une équipe de tête qui va ouvrir la voie et sécuriser les parties techniques ou dangereuses avec des cordes fixes. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois que ça c'est fait, nous, on peut partir, on peut arriver derrière. On part du camp de base avec tout le matériel technique, hein, donc crampons piolets, les grosses chaussures, j'appelle les chaussures de l'espace, là, les grosses chaussures d'altitude, les grosses moufles, enfin tout le matériel pour l'ascension du sommet. C'est une grosse bombée du camp de base au camp 1, parce qu'il y a d'abord l'icefall, après il y a un grand plateau, après il y a un deuxième glacier, avant d'arriver sur la zone où on peut mettre des tentes pour le camp 1. Donc on a fait une nuit au camp 1 dans de bonnes conditions. Entre le camp 1 et le camp 2, c'est de la marche glaciaire, assez soutenue, assez raide, mais qui nécessite un grand détour. On fait un grand art de cercle en fait. Et le camp 2, il est sous, il y a une arête très très spécifique au Dhaulagiri, avec des séracs qui sont sous cette arête. Et en général, on met des tentes, on commence à mettre les tentes au pied de ces séracs qui sont à des endroits assez protégés, même si le camp 2, d'une façon générale, est assez exposé aux avalanches. On est arrivé au camp 2 et la fixing team, donc l'équipe de tête, eux étaient déjà au camp 3. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première tentative d'ouverture, parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu une chute de neige juste avant, et donc il y avait ouvrir, faire la trace, c'était juste un travail de titan, quoi. Il y avait sur certaines sections de la neige presque au-dessus des genoux, voire au milieu des cuisses, donc c'était vraiment l'enfer pour eux. Et le premier groupe qui a tenté d'ouvrir n'a pas réussi, donc ils sont revenus au camp 3, et finalement ils se sont décidés pour changer l'équipe et en faire partir une à peu près vers midi. Du coup, nous, on avait prévu de faire un palier, donc 24 heures au camp 2, sachant que le temps avait changé et la météo commençait à être plus aussi stable les jours d'après. Donc, d'un coup, on a changé notre stratégie, on a plié tout le camp et on a décidé de monter au camp 3 pour enchaîner sur l'ascension du sommet la même nuit. Pour partir sur le camp 3, donc on est essentiellement sur la gauche de l'arête. Et là, il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'il y a des plaques qui partent dans cette immense pente. Donc, il faut vraiment essayer de rester sur le fil de l'arête pour atteindre le camp 3, qui est peu confortable, il y a peu de place. Hello, Didi. Namaste. So we have reached Camp 3 of Dhaulagiri and fixing team is just ahead, few hours ahead, so we're gonna try maybe this night Summit Push. But for now, the way from Camp 2 to Camp 3 is quite hard, so I am quite tired.
So I need some rest before imagine going to summit. So good night. Donc on est arrivé, sauf erreur, vers 6 heures du soir au camp 3. On a squatté une des tentes qui était déjà montée. Moi, je suis arrivée à dormir 1 heure, le temps de faire les réchauds, de préparer un peu de thé, de manger un petit quelque chose. Et on est parti pour le sommet vers 20 heures. Sachant qu'il y avait l'aléa de se dire que l'équipe de tête n'allait peut-être pas réussir à ouvrir le sommet. C'était gavé de neige, il y avait vraiment beaucoup de neige. Et donc ils ont ouvert, ils ont bataillé pendant des heures et des heures pour ouvrir ce couloir. Il y a une particularité de cette nuit, parce qu'on marche pendant des heures et des heures, toute la nuit et tout. Et je me souviens d'un truc, moi, qui m'a marqué pendant cette nuit, c'est qu'il n'y avait pas de lune. Quand il y a une lune, en fait, on perçoit les reliefs. On voit quelque chose. Et là, c'était un noir épouvantable. Donc c'est très long. C'est très long. Donc on voit juste le halo de la frontale qui permet de voir où on va. Mais avec une neige assez instable. Et c'est en fait à la descente que j'ai réalisé que la traversée est méga dangereuse. Parce que la neige n'était pas stable du tout, et puis c'est raide, c'est très raide. Et en fait, de loin, on voyait donc l'équipe, ils devaient être 5 ou 6 à ouvrir, et donc c'est un jeu de frontale, un petit balai de frontale qui bouge, et ça monte, ça descend, etc. et tout, et qui restait pendant très longtemps au même endroit. Et en fait, on a compris quand on les a rejoints, en fait, au lever du jour, comme ils avaient bataillé pour ouvrir, et ils ont réussi à ouvrir le premier couloir et d'arriver donc directement sur le sommet. On a eu donc un lever de soleil absolument magnifique. Et évidemment, on déploie toujours les drapeaux de prière, on est au Népal, donc les sommets sont sacrés, donc il faut rendre hommage à la montagne. Et moi, j'avais dans une poche, une petite pochette où j'avais emmené un peu des cendres de ma maman, parce que je lui avais dit que je lui emmènerais là-haut. Et donc, je l'ai emmené là-haut. Merci pour Pierre, pour Françoise, pour tout le monde. Maman, je t'aime. Sommet du Dhaulagiri, 8167 mètres. J'avais promis de t'emmener là-haut. Ça y est, c'est fait. On est là. This is summit of Dhaulagiri. After 4 times summit. So happy. Look, we had a perfect day. So difficult. On avait un temps sublime, donc le 360 est hyper impressionnant, très beau, et on a la vue sur la première chose qu'on voit en fait, c'est l'Annapurna, parce que le Dhaulagiri et l'Annapurna sont presque en face à face, et on a, comme partout sur ces grosses montagnes et ces gros 8000, cette sensation de dominer le monde, parce que on est quand même toujours sur le point le plus haut. On était peu au sommet, il y avait notre Sherpa Lakpa qui nous a filmé, il y avait Sangue, il y avait Vidriana, la mexicaine, une copine avec qui j'ai fait quand même beaucoup de sommets. Et voilà, et de toute façon, on a toujours quand même la descente en tête, donc c'est comme partout, au sommet, on n'y reste jamais très longtemps. Et là, nous, on a très vite enchaîné, je crois qu'on était à 8h du matin au sommet. Et là, on est redescendu, au camp 3, on a tout plié, on a enchaîné, on est descendu au camp 2, on a mangé un petit peu, et on est arrivé au camp de base à la nuit, en fait vers 18h ou je sais pas quoi. Donc on est arrivé à redescendre jusqu'au camp de base dans la foulée. Réussir ce Dhaulagiri
bout de 4 tentatives, c'est un vrai soulagement quand même. Et voilà, c'est un de plus. C'est un qui est considéré comme difficile, donc j'étais contente de le réussir. Et puis petit à petit, on se rapproche du Graal, quoi. Donc c'est l'histoire qui continue. Et puis c'est un que je suis bien contente d'avoir coché. Même si on retourne comme ça sur le même sommet où on sait exactement à quoi on s'attend, on connaît l'environnement, on connaît l'itinéraire, ça se passe jamais comme la fois précédente. Et c'est ça qui est intéressant dans ces expéditions, c'est que chaque ascension est complètement unique. Parce que les conditions sont différentes, parce que les gens avec qui on est sont différents, parce que les glaciers ont bougé et que l'itinéraire a changé, etc., etc. Et c'est ça qui fait que ça reste toujours une nouvelle aventure. Le fait qu'il en reste que 2, c'est pas que. Et de nouveau, il y a tellement d'aléas, il peut se passer tellement de choses que encore 2 sommets, et ceux qui restent, c'est pas les moindres, c'est le Nanga Parbat et le Shishapangma avec le sommet principal. Donc non, c'est pas fini, c'est vraiment pas fini. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.